Je vous préviens tout de suite, je suis encore un peu malade. Vous allez entendre une voix parfois un peu enrouée, hein, c'est pas grave, faut pas m'en vouloir. Le principal, c'est ce qu'on raconte. Là, a priori, on va raconter des choses très intéressantes. Avec une femme singulière, piquante, décalée, frondeuse, courageuse. J'ai lu beaucoup de ses livres parce que je me suis rendu compte qu'en fait, elle en avait écrit beaucoup plus que ce que je pensais. Tous les livres sur la mode. Ah, le détail qui tue. Elle anime chaque soir sur Arte le magazine 28 minutes dans lequel elle s'empare de l'actualité et propose une autre façon de regarder le monde. Du coup, je me suis dit qu'elle avait aussi sûrement une autre façon de regarder la ménopause. C'est une femme très chic aussi. Elle a toujours le petit haut qu'il faut. La boucle d'oreille qui va bien, la note, le petit truc, le twist. Toi, tu te fais chier et elle, hop, elle a le truc. Je m'apprête donc à interviewer une des intervieweuses les plus brillantes de la sphère médiatique. Autant vous dire que j'ai un tout petit peu la pression au moment où je débarque sur le palier d'Elisabeth Quint. Je sais pas. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. On s'est un peu perdu. C'est un peu notre... J'arrive même pas à finir mes phrases. Telle qu'en elle-même. Elsa. Hein? Attends. Asseyez-vous, j'arrive. Le vin est là. Oh là là. Thierry, il faut le boire. Ah, mais dis donc. Et bienvenue. Ah ouais. J'adore. Attends, moi je vais me mettre là pour vous voir mieux parce que comme je vois pas très Oui, clair, eh ben, j'ai besoin d'être à contre-jour. Oui, bien sûr. Non, mais on peut dire quand même une chose. En riant, en parlant de toi, on se disait quand même. Ouais. T'avais eu beaucoup d'hommes dans ta vie. Bah ouais. Non, mais que tu faisais partie de ces femmes, l'air de rien, comme ça, avaient des jolies histoires. Voilà, c'est tout. Des hommes, des c'est femmes. pas là-dedans, hein. Chut. Parce que toi, oui. ce que j'adore, c'est qu'il y a mon mec dans la cuisine. Ah oui. Ah non, mais. Mais il bosse. vois, Évidemment qu'il le sait. Tu vois, ouais. Ben, c'est bien d'essayer. Bah ouais, c'est Ben, bien c'est sûr. super. Elisabeth, Oui, Elsa. comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui est un jour particulier. Vous savez quel jour on est? On est quand même un peu tous sonnés. Oui, Bon, donc on va évacuer la politique. oui. Voilà, évacuons. Parce que On sinon, évacue. c'est pas le sujet. Non. Fort bien. En dehors de ça, En dehors de ça, de ce séisme, bien et sûr. en dehors de ce marasme, Ouais. eh bien, je vais pas si mal, ma foi. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est compliqué de dire qu'on va bien. Il y a comme une espèce de léger infinitésimal embarras à dire que ça va. Quoi? Je travaille, j'ai la chance de travailler, j'ai 61 piges, j'ai pas trop de maladies invalidantes ou incapacitantes, j'en ai une mais je peux encore lire. Ouais. J'ai une fille qui est un peu merveilleuse, j'ai un mec qui est pas mal. Oui, ça va pas mal, quoi. Vous êtes sublime. Oh, Bon, ça c'est moi qui le dis, mais je vous vois. Donc c'est vrai. elle me fait des avances. Ah, pourquoi pas, d'ailleurs. Tout est possible dans la vie, Dans justement. l'existence. Dans l'existence, tout est ouvert. Et alors, c'est drôle parce que je sais que vous avez toujours quand même un petit embarras, une certaine timidité à parler de Oui, vous. oui. Et pourtant, Oui. quand on vous a proposé ce podcast, quand Sophie, qui réalise cet épisode et qui nous enregistre, là, pendant qu'on parle, vous a envoyé le mail pour vous proposer ce podcast, vous avez tout de suite répondu oui, alors qu'en plus, c'est un podcast sur la ménopause, Ben, oui. donc sur l'intime intérieur et extérieur. Mais Mais c'est vous pour ça avez dit oui. Oui, c'est pour ça que j'ai dit oui. C'est vrai que j'aime pas parler de moi et je le fais à contre-cœur et c'est pour ça que je fais le métier que je fais, qui consiste à faire parler les autres, à la maïeutique, quoi, faire accoucher les autres rapidement ou moins rapidement. J'aime pas parler de moi, je me trouve pas très intéressante, j'ai pas beaucoup d'imagination. Mais là, il se trouve que de par ce que je fais professionnellement, fille à poil gris, 61 ans, à l'antenne tous les soirs, dans une émission qui commence à 20h05 sur une chaîne nationale, une chaîne même franco-allemande. Waouh, 2 identités énormes. Et le thème, et vous, Elsa, mais le thème aussi, ce thème qui pose un problème aux femmes et qui ne devrait pas poser de problème aux femmes, qui leur pose le problème des mutations de leur corps et de l'invisibilisation d'elles-mêmes, qui est censée
et qui peut-être ne l'accompagne pas, mais qui est censé accompagner l'état de ménopause et l'après-ménopause. Donc moi, ça m'intéressait. Je n'ai aucune idée de ce que je vais vous répondre, mais ça m'intéressait d'explorer en même temps qu'on en parle ensemble. Voilà. Et puis aussi parce que moi, je l'ai vécu de manière miraculeuse, c'est-à-dire je ne l'ai pas senti passer. Ah là là, mais quelle chance. Ben mais ouais. c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Mais parce que c'est injuste. Ben oui, je sais que c'est injuste. Je sais, j'ai même un peu honte de le dire. Et en parlant avec des copines avec qui je bosse, là, je leur disais que je faisais ça avec vous, des copines au bureau et ailleurs qui me disaient, moi je suis sous traitement, c'est épouvantable, j'ai des bouffées de chaleur. Et puis je me souviens de plein d'amis qui sont passés par ça. Et moi, la ménopause, c'est bien avant l'âge que j'ai 61 ans. Ouais. Ça arrive 10 ans avant, 10, 8, 7 ans avant, quoi. Je l'ai traversé pour une raison qui est liée à l'injustice biologique de nous autres, hormonale et biologique. Je l'ai traversé sans le moindre symptôme. Ça a même été, à un moment donné, a posteriori, en parlant avec ma gynécologue. Étonnant. Oui, je lui ai même dit, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement chez moi? Alors je lui ai dit, il n'y en a pas puisque j'ai plus mes règles, je suis libérée, alléluia. Bon, déjà, moi, je ne me suis pas reproduite, donc c'était une libération bien en amont de ça. Ouais. Mais là, c'était terminal, plus de règles, génial. Mais je me dis, est-ce que ça veut dire que j'ai un truc qui ne fonctionne pas? Ce bien-être de la ménopause sans symptômes m'inquiétait, ce qui est quand même paradoxal, quoi. Bien Elle sûr. m'a dit non, vous avez de la chance. Mais est-ce que vous vous souvenez le jour où, par exemple, alors même si vous n'avez pas de symptômes, le jour où vous vous êtes dit, ah bah là j'ai plus mes règles, ça y est. Oui, parce que ça s'est dissipé en l'espace de quelques mois. Ça n'a pas été un mois des règles normales, et puis tout d'un coup le mois d'après. Oui, enfin c'était, ça partait, ça revenait. Enfin il y avait un truc comme ça un peu intermittent. Ça a dû durer 5-6 mois, mais c'était juste circonscrit à ça, aux règles. Ça s'accompagnait pas de tout le reste, voilà, de tout le reste du corps qui dysfonctionne. Et encore une fois, je faisais des bonds de joie intérieurement. C'est peut-être con, c'est peut-être une négation de ce que c'est que l'état féminin, la féminité, l'être femme. J'en sais rien, je m'en fous. Moi, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu comme un micro fardeau en moins. Plus de règles. Bon débarras, quoi. Ouais. Et ça veut pas dire qu'il y a plus d'ovaires. Ça veut juste dire plus de règles. Ça va comme ça, quoi. On n'a plus en train de se dire, putain, il y a une tache, il y a un truc, la barbe. Ou, bon, je peux pas baiser ce soir-là. Enfin, bon, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Liberté. Oui, il n'y a même pas eu de problème. Tout d'un coup, je me dis, mais non, je peux même pas vous dire, est-ce que vous avez eu des problèmes sur la sexualité? Ben non, parce que parfois même... Pas lié à ça. Non, mais non. Alors qu'il y en a, évidemment, j'imagine. Je voudrais revenir sur une petite chose que vous venez de dire. C'est vrai, vous ne vous êtes pas reproduite. Oui. D'ailleurs, vous en avez parlé récemment. Vous en avez parlé récemment, vous en avez parlé dans un premier livre. Aujourd'hui, quand les règles se sont arrêtées, ou aujourd'hui, a posteriori, vous le regrettez pas du tout? Les règles? Non, pas les règles, de ne pas s'être reproduite. Jamais de la vie. Non. Encore moins, de moins en moins. Moins que jamais, ou plus que jamais, j'en suis heureuse. D'abord parce que j'ai adopté un enfant. Une merveille. Et que je l'aime. Et je crois qu'elle m'aime. Soyons humbles. Et surtout parce que, alors, je vais dire quelque chose qui est... Ça va m'être reproché. Peu importe, je m'en fous. On vit dans un monde qui est bourrelé, qui est miné par l'éco-anxiété. Et moi, c'est pas une devise, mais vraiment, je le pense et je le dis comme je le pense. Il me semble qu'il vaut mieux planter des arbres que faire des enfants. Alors, on peut faire un enfant et demi, éventuellement, si on peut pas s'en empêcher. Si l'amour doit déboucher sur cette espèce de reproduction, bon. Mais je préfère planter des arbres que faire des gosses. Et j'ai toujours été comme ça. Ça a toujours été, un point de vue très fort, très enraciné, engrammé à l'intérieur de mon corps. Voilà. Donc, je ne le regrette pas une seconde. Et s'il y avait pu, si j'avais été, étourdie, eh bien, la fin des règles a réglé la question. Voilà. Et c'est fou de n'avoir ressenti aucun symptôme. Mais j'ai même envie de vous dire, Elsa, c'est quoi les symptômes? Je sais ce que c'est. Je peux vous dire parce que je les ai tous. C'est le dérèglement hormonal, c'est l'immense fatigue, c'est les bouffées de chaleur, c'est les suées, c'est ça, c'est tout ça. Un brouillard cognitif. C'est-à-dire ce que j'ai, par exemple, en ce moment, genre quand tous les mots se mélangent. Ah, alors quand je perds mes mots, je suis peut-être quand même dans du symptôme ménopause. Peut-être. C'est peut-être ça. Enfin, à mon âge, à mon grand âge. Vous perdez vos mots. Je serais très étonnée. Vous devez vite les retrouver, vos mots.
Ouais. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un moins? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, telle est ma situation physique et physiologique. Et alors, ce qui est drôle, c'est que pourtant, quand on vous a envoyé le mail pour participer à cette émission, vous avez répondu parlons des vioques et des femmes qui assument avec inconscience, fausse candeur et tentative de panache leur âge. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Enfin, vous savez bien, quoi. Dès que vous avez des cheveux blancs et dès que vous passez un cap, à la fois visible et invisible, et a fortiori quand vous avez le sentiment d'avoir, quoique votre âge, dans les artères et dans la mémoire et dans le vécu, mais vous avez quand même l'impression d'avoir plusieurs âges, c'est-à-dire d'avoir à la fois 19 ans et demi et peut-être 200 ans et votre âge d'état civil, mais vous vous dites, à travers tous ces âges qui se contredisent et qui jouent, qui créent du jeu entre eux, j'ai quand même les cheveux blancs et je me rends quand même compte que je ne suis plus une femme qu'on regarde. Ou en tout cas, plus une femme qu'on regarde de la même manière. C'est étrange. Lié à la ménopause ou pas, j'en sais rien. Parce qu'on me dit à la fois, tu fais pas du tout ton âge, et en même temps, je sais pas, le regard n'est plus le même, quoi. Je prends le métro tous les jours, je prends le métro, matin et soir pour aller bosser, et je me regarde dans cette espèce de petit agacement narcissique et vaniteux, me dire, il n'y a pas un mec qui me regarde. Et ça m'énerve. Et je me moque de moi-même, en train de me dire, putain, je suis dans le métro, il n'y a pas un mec qui me regarde. C'est quoi, je suis invisible? Il y a une paroi, il y a un bouclier, il y a un truc devant moi. Donc, c'est des trucs qui m'interrogent. Bien sûr. L'âge, le regard que... Voilà, donc ça m'interroge. Donc, toutes ces questions autour de l'âge m'interrogent. D'ailleurs, vous avez décidé très tôt de vous laisser pousser vos cheveux blancs. Bien avant Sophie Fontanelle, bien avant que Sophie en fasse un livre, bien avant que ça redevienne à la mode. Comment mais moi, ça s'est passé? C'était pas du tout pour être à la mode. C'était par paresse. C'était par angoisse. Enfin non, c'était par... En fait, je m'en foutais, quoi. Je veux dire, j'ai eu les cheveux poivre et sel très tôt. Mon père était fou par rapport à ça. Me disait... Tu ne peux pas avoir les cheveux blancs à ton âge. Et je pense que dans une rébellion post-adolescence vis-à-vis de mon père, j'ai conservé les cheveux blancs, histoire de lui dire, admettons que je puisse être moi-même avec ou sans cheveux blancs. Admettons que ça ne compte pas. Admettons que je puisse être qui je suis et que ça soit pas un marqueur. De séduction de l'âge. De séduction de l'âge, tout en sachant que ça l'est évidemment. Donc ça a été un espèce de défi à lui imposé, et à moi-même, dans un retour de boomerang, et j'ai décidé de ne me jamais teindre les cheveux, aussi pour éviter de me foutre des produits chimiques dans la gueule à cause de la maladie ophtalmique qui est la mienne. J'ai un double glaucome, je veux éviter au maximum la chimie, les trucs qui pourraient aggraver, bon bref. Donc j'ai eu les cheveux blancs assez tôt. Il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, c'était pas la même histoire qu'à 60 ans. À 42, 43 ans, c'était décalé, ça pouvait être sexy, c'était bizarre, c'était marrant, c'était différent. Aujourd'hui, je suis en plein accord avec mon âge, d'une certaine manière. Donc c'est normal, ce serait même anormal d'avoir les cheveux Auburn, non quoi. Bon, ça serait un peu une coquetterie ridicule, anachronique, bon bref. Donc ok, voilà, donc j'ai 61 ans, j'ai les cheveux blancs, je fais de la télé, et je prends le métro, on me regarde pas. Je suis con, non? Et ça m'interroge. Ouais, il y a quand même un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Non. Il y a un truc qui va pas. J'admets, c'est pathétique. Mais non, c'est pas pathétique. Et en même temps, ça me fait rire. Ah ouais. Mais c'est pas du tout pathétique. Parce que la séduction est ailleurs. Mais quand même, ça m'interroge sur cette invisibilisation des filles, des femmes. J'arrive pas à dire des femmes. Je suis une fille, quoi. On est des filles. On est des filles, on n'est pas des vieilles filles. On est des filles et des femmes et des gamines et des vioques, et on est tout un tas de trucs. On est tout un mélange. On est tout un mélange, on est très pluriel. Voilà, mais quand même. Non, puis c'est formidable. Votre journal, il est quand même à votre image, singulier, tant décalé, rock'n'roll, oui, en même temps sérieux, cultivé, puis passionnant, et puis sérieux. Oui, très sérieux. Factuel, enfin c'est du vrai journalisme. C'est sérieux, mais c'est aussi extrêmement pédagogique, je trouve. Et alors pourquoi? J'avais quand même une question que je me posais. Justement, c'est du service public. Pourquoi vous n'avez jamais abordé encore jusqu'à maintenant le thème de la ménopause? C'est extraordinaire, Elsa. On le fait lundi prochain. On le fait lundi prochain parce qu'il y a un documentaire sur ménopause et andropause qui est diffusé sur Arte. Ouais. Et on reçoit... Très beau documentaire. Élise Thibault. Ouais.
On en parle donc, voilà, dans quelques jours. Ok. Voilà, il était temps. Ceci dit, on a déjà évoqué avec des invités, soit qui venaient témoigner, soit qui venaient en parler à travers des essais ou des livres. On a déjà fait ça dans l'émission qui a 12 ans et demi, on a déjà parlé de la ménopause et de l'âge. Déjà. Mais là, strictement, c'est dans 2 jours. 3 jours. Bravo. Ouais. Parce que les chiffres sont quand même extrêmement alarmants. C'est-à-dire? Au moment où on se parle là, on a 500 000 femmes qui sont sûrement ménopausées, qui ne le savent pas, par exemple. Parce qu'elles ne connaissent pas les symptômes. Ouais. Parce qu'on ne connaît pas. Oui, parce que la pédagogie n'est pas faite. Parce que la pédagogie n'est pas faite. Alors la pédagogie qui devrait être faite à la fois par des gynécologues, mais il y a un problème d'accès aux gynécologues, il y a un problème de temps, de délai effarant pour obtenir des rendez-vous aussi. Et puis la pédagogie, après tout, devrait être faite par les pouvoirs publics. Parce que c'est une question de santé publique aussi. De se retrouver... Encore une fois, c'est pas mon cas, mais je suis capable de mettre à la place de quelqu'un qui ne peut... Non, mais je m'imagine, j'ai les symptômes, je fais une émission, par exemple, j'ai des bouffées de chaleur et je peux plus travailler. C'est-à-dire, je me retrouve en arrêt de travail parce que je ne peux plus travailler. J'ai des brouillards cognitifs, comme vous l'évoquez. Effectivement, c'est incapacitant sur le plan professionnel. Donc, c'est un problème de santé publique. Et la pédagogie devrait être faite, effectivement, à l'échelle d'une volonté politique qui dépend d'un ministère et qui décide que toutes ces femmes doivent être alertées sur ces symptômes. C'est vrai, ça devrait et ça ne l'est pas. Bien sûr, il y a des femmes d'ailleurs qui refusent des postes, des hauts postes, parce qu'elles se sentent, en fait, parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas accepter parce qu'elles ne se sentent pas bien, et qu'elles se pensent en dépression, mais elles ne le sont pas. Oui, ou parce qu'elles pensent qu'elles ne pourront pas traverser de façon optimale cette période qui peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Et le problème, c'est l'inconnu. Plus, oui. Oui. Et le problème, c'est que je suppose, c'est vous alors pour le coup, qui allez me le confirmer, c'est moi qui vous interviewe, il est impossible de se projeter dans l'échéance, l'issue. Vous savez pas dans combien de temps ce sera terminé. On ne sait pas. Ben voilà, c'est ça. Ça dépend des femmes. Donc en fait, vous êtes dans une inconnue totale. Oui. Et j'imagine que l'image que vous avez de votre propre corps, qui devient tout d'un coup une espèce d'énigme incalculable, indéchiffrable, même si vous pouvez le paramétrer intellectuellement, vous savez pas ce qui va se passer demain ou après-demain, ça fait de votre corps un étranger, quoi. Donc un truc qui devient bizarre. Non, j'ai la chance de pas avoir vécu ça. Vous, votre corps n'a jamais été un étranger? Ben si, c'est Proust qui disait, quand il y a une maladie, tout d'un coup, il y a cet étranger à l'intérieur du corps, cette présence étrangère. Si, moi, la maladie ophtalmique que j'ai, le glaucome, le double glaucome, fait que quelque chose se passe dont j'ignore pourquoi ça m'est arrivé. Enfin si, je sais, c'est héréditaire, mais qui est un mystère. Comment ça va évoluer? Jusqu'où ça va évoluer? Est-ce que je vais perdre cet œil gauche qui est en bien mauvais état? Et après, est-ce que je vais perdre l'autre, le droit? Donc il y a ce mystère et il y a cette espèce de présence étrangère à l'intérieur de mon corps qui est la maladie. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement le glaucome? Le glaucome, c'est une maladie qui touche le nerf optique. Elle n'est pas réparable, mais qui aboutit, dans le pire des cas, à la cécité. Je crois que c'est la 2e cause de cécité dans le monde, le glaucome. Donc, quand on vit dans un pays riche, comme nous, on va chez l'ophtalmo. Quand c'est pris à temps, ce qui a été pas tout à fait, mais à peu près mon cas, on vous soigne, on peut éventuellement vous opérer. Moi, ça a été trop tard pour pouvoir opérer chirurgicalement, mais on peut essayer de ralentir. Sinon, les gens qui ont des glaucomes détectés dans des pays sans état-providence comme le nôtre, je veux dire, en général, ils se retrouvent aveugles à 30 ans ou 40 ans ou 70 ans. Voilà. J'ai été très étonnée par les chiffres d'ailleurs sur cette maladie parce que c'est considérable. Et c'est marrant ce que vous dites parce que on va pas faire de rapprochement inconsidéré entre la ménopause et le glaucome, mais vous parliez de 500 000 femmes qui sont ménopausées, qui ne le savent pas. Je crois qu'il y a 800 000 personnes en France ou 1 million qui ont un glaucome et qui ne le savent pas car c'est une maladie invisible, asymptomatique. Enfin, asymptomatique, si, à un moment donné, on se dit, il y a un problème là. Mon champ visuel se rétrécit. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que j'ai été consultée. Mais il y a des gens qui sont moins sensibles à ce qui leur arrive physiquement, physiologiquement. Et puis, il y a des gens qui peuvent se dire, c'est la myopie, c'est la fatigue, c'est autre chose, et ne pas être pris à temps.
Donc c'est une maladie invisible. Et effectivement, il y a un nombre de gens incalculable qui ont ça et qui ne le savent pas. Et qui ne savent pas que leur père ou leur mère ou leur aïeul l'avait. Puisque c'est héréditaire. Pour vous, la ménopause, c'est un sujet de société, puisque vous allez en faire un sujet. C'est un sujet de société. Parce que comme la naissance et la mort, le passage du temps et les modifications et les échéances et les grandes étapes du corps humain, naturel et culturel des femmes, ça concerne la moitié de l'humanité, donc toutes les femmes françaises. Et certaines sont plus équipées que d'autres pour des raisons socio-culturelles, socio-économiques, et d'autres sont pas équipées parce qu'elles osent pas ou parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller voir régulièrement des gynécos et tout. Et donc, bien sûr qu'il faudrait compenser ça par de l'information, de la pédagogie. On fait de l'information sur le cancer du sein. On reçoit des incitations à aller se faire des contrôles, des mammographies, des trucs. Pourquoi pas des informations régulières sur la ménopause est une étape à laquelle on ne peut pas échapper. On peut échapper à un cancer du sein. On ne peut pas échapper à la ménopause. On ne peut pas échapper à l'adolescence et à la puberté. On ne peut pas échapper à la ménopause quand on est une femme. Je veux dire, c'est inhérent, consubstantiel à la condition féminine. Donc, bien sûr qu'il faut informer. Oui, complètement. Alors justement, quand vous parlez de ce qu'il faudrait faire sur la ménopause, est-ce que vous connaissez le collectif All for Menopause ? Non, je connais Hold Up, mais ça c'est pour les très vieux, mais ça je connais pas. Et pardon de ne pas m'y être intéressée, mais comme j'ai pas été confrontée à ça on comprend, très physiquement, je connais pas. Alors, pour les fondatrices de ce mouvement, il faudrait, entre autres, créer un parcours de santé dès 45 ans, interpeller les dirigeants des grandes entreprises pour éviter la stigmatisation, rendre visible une représentante de la santé de la femme au gouvernement aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je peux pas dire mieux. Non, mais je peux pas dire mieux que ça. Nous, à notre échelle, sur Arte, avec le documentaire et l'émission qu'on fera lundi prochain, on en parlera, mais effectivement, c'est pas juste une fois. Enfin, nous le ferons, et la chaîne le fait. Mais effectivement, ça, c'est une chaîne du service public qui décide d'en parler et de le porter pour ses spectateurs. Mais il faut que ce soit pris en charge de façon pérenne, pas juste une seule fois, quoi. Donc elles ont raison. Elles ont raison, les filles du collectif. Oui, parce qu'il y a quelque chose de presque militant, en fait. Mais elles ont raison d'être militantes, bien sûr. Très important. Est-ce que vous pensez, Elisabeth, que la ménopause, c'est un débat à porter sur la place publique ? Parce que nous, on s'est rendu compte en faisant ce podcast que, d'abord, très gentiment, on a des femmes comme vous qui ont accepté de parler de leurs histoires, mais il y en a aussi quand même beaucoup, beaucoup d'actrices françaises qui refusent complètement d'en parler, alors que les Américaines... Oui, mais alors que les Américaines aujourd'hui sont vraiment dans à la pointe de et puis dans une manière de décomplexer vraiment ce discours-là. Bah, c'est dommage. Alors peut-être que les actrices, je ne sais pas lesquelles et je veux pas le savoir, mais peut-être qu'elles sont dans une forme de déni attendrissant et en même temps peut-être un peu problématique, surtout pour elles, par rapport à leur âge, c'est-à-dire leur image et leur âge. D'ailleurs, dans image, il y a âge. Bon. Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être un refus d'accepter que elles ont 55 ans, elles vont jouer des femmes de 55 ans et que ça implique d'intégrer cette dimension. Je pense que c'est une histoire culturelle. Je pense que c'est vraiment culturel. Je pense qu'effectivement, aux États-Unis, il y a une plus grande capacité à s'emparer de peut-être. Alors, c'est marrant parce que c'est un pays puritain. Donc, ils sont dans une contradiction. C'est un pays archi-puritain, beaucoup plus que nous. On n'est pas du tout puritain. Eux sont très puritains et en même temps, prendre le thème du corps et le mettre sur la place publique et dans le cas de Michelle Obama, dire ce qu'elle dit et ce qu'elle a à dire, ben oui, ça semble plus facile là-bas que ici. Et ici, plus d'intellectualisme, plus de barrières entre le corps et les autres, l'esprit avant le corps. Oui, effectivement, il y a une tradition culturelle, historique qui fait que, oui, je n'imagine pas. Effectivement, Brigitte Macron en parlait. Est-ce que j'imagine une femme politique autre qu'elle ? J'aurais pas imaginé forcément non plus Simone Veil en parler, Elisabeth Badinter, des femmes comme ça. Peut-être des femmes un peu plus jeunes, peut-être. Femmes politiques de 45 ans aujourd'hui, plus jeunes, oui, mais je vois pas qui. À vous de les solliciter. Voilà, pour faire bouger les choses. Mais Michelle Obama, ouais, c'est bien qu'elle ait fait ça. Alors, en même temps, vous faites un podcast. Et pourquoi pas un homme qui en parlerait ?
Et pourquoi pas faire intervenir un homme sur ce que c'est que de vivre et d'accompagner et d'aimer et d'épauler. Bien sûr. Et de ne pas comprendre, et d'être interloqué, et d'être interrogé, et d'être peut-être bousculé par la femme qu'on aime et qui traverse ça. Ce serait intéressant d'avoir un témoignage. Alors justement, on a eu beaucoup... Ou une femme, enfin, dans le cas d'un couple de femmes. On a beaucoup d'hommes qui nous ont écoutés justement pour comprendre. Et qui nous ont dit, mais merci, parce que on était perdus, en fait. C'est terra incognita, j'imagine, pour un homme de vivre. Alors moi, celui avec qui je vis n'a pas vécu ça. Mais je suppose que pour un type ou pour une femme dans un couple où les deux femmes ne seraient pas du même âge et où l'une serait en avance par rapport à l'autre, c'est la même chose. Terra incognita, sauf si vous êtes deux femmes, vous vous dites je vais le vivre aussi, donc ça sera en miroir. Un homme, évidemment, c'est mystère absolu, quoi. Ce serait intéressant. Intéressant de les faire, d'entendre ce qu'ils disent. Et comment ça joue sur le désir, la compréhension, la solidarité, mais surtout le désir. Est-ce que ça joue sur le désir ? Oui. Évidemment, bien sûr que ça doit jouer sur le désir. Est-ce que c'est mal que ça joue sur le désir des hommes ? Que ça les paralyse ou que ça les... Je ne sais pas. Il faut les entendre. Il faut les écouter. Il faut les écouter, il faut les entendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis que, justement, vous avancez en âge, Je me suis adoucie. Ah. Ouais, je me suis adoucie. Ouais, j'étais une sale bête. J'étais un peu une sale bête. Timidité, sentiment d'imposture, sentiment de pas être à sa place pour des raisons aussi familiales, tout quoi. Longue histoire. Et donc j'étais un peu une sale bête et je me rends compte que je me suis ouverte. Je suis toujours aussi timide et désespérément, mais je me suis adoucie. Oui, voilà. J'ai un peu moins peur des autres. Donc ça va dans les deux sens. Bien sûr. Voilà. Je me suis ouverte et j'ai un peu moins peur. Mais vous avez peur de vieillir ? Non, pas du tout. Je réponds à ma propre question. Non, vous voyez, mais n'importe quoi. Évidemment. Je pense que peur n'est pas le bon mot. C'est quoi le bon mot ? Des appréhensions. C'est surtout, c'est pas physique. C'est plus des trous dans la mémoire, perte cognitive, un espèce d'affaissement des capacités, plus pouvoir marcher, plus pouvoir se tenir droit. Voilà, c'est cette appréhension-là. Mais peur, ça veut rien dire, peur de vieillir. Honnêtement. Je sais pas, moi j'ai tout le temps peur de tout. Mais donc, moi aussi j'ai peur de tout. Mais on peut pas avoir peur de vieillir. Non, on peut appréhender des effets précis du vieillissement. Alors, les cheveux blancs, je les ai déjà, les rides, j'en aurai d'autres. Non, c'est plus... et puis vieillir aussi, c'est les autres qui vieillissent autour de vous. Bien sûr. Et qui disparaissent. Certains disparaissent. C'est ça aussi, la peur. On est comme sur un tapis roulant. C'est encore un truc de Proust. On avance... Non mais le temps, c'est ça. On avance toute une génération sur un tapis roulant. C'est un mouvement inéluctable. On va vers la lumière et la mort, quoi. On va vers... Bon, bref. Et il y en a qui disparaissent. Petit à petit. Alors c'est ça la vieillesse aussi, c'est que vous perdez des proches, des amis. Ouais, voilà, bien sûr. J'ai une dernière chose à vous demander. Je voulais qu'on finisse sur le questionnaire de Bernard Pivot, parce que je sais pas, parce que je trouve que ça vous va bien. J'avais envie de vous demander quel était votre mot préféré. Oh, lumière. Le mot que vous détestez. Concupiscence. Il est vraiment moche, celui-là. Il est pas beau, ce mot. Ah non, il est moche. Votre drogue favorite ? La lecture. Non, sérieusement, la lecture. Mais je vous crois. J'aurais voulu lire le sexe, mais il se trouve que c'est la lecture. Ah non, mais je crois. Le son, le bruit que vous aimez ? Les oiseaux. Un merle matinal ou un vol de martinet. Ah ouais. Ou une grive musicienne. Votre juron préféré ? Motherfucker. Vous le dites, vous êtes jolie quand vous le dites, dites donc, c'est sexy. C'est sexy quand vous parlez en anglais, Elisabeth Quint. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? Femme, dis donc. Oui, franchement. Une Qui meuf. Alors ? Qui ? Pas Marie Curie, Simone Veil, Georgia O'Keeffe. Non, merde, je suis une américaine. Si, aux États-Unis, tiens, pourquoi pas ? Alors, quoi ? Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ? Huissier. Allez, ouais, non, ça m'aurait déplu, je trouve ça horrible.
Et alors, le métier que vous auriez aimé faire, c'est vétérinaire. Oui, mais c'est n'importe quoi. Je raconte ça pour me faire mousser, parce que, en fait, oui, j'aurais voulu soulever la patte des chevaux. Je crois ce que vous dites. Oui, mais bien sûr. Mais bon, j'étais nulle en maths, et puis ça m'a duré 10 jours, quoi. Ah, d'accord. Oui. Donc, c'était quoi si vous aviez pas fait la télé? Si vous aviez pas été journaliste? J'aurais fait de la radio. Non. D'ailleurs, on m'avait dit, vous avez un physique de radio. C'est pas merveilleux, ça. N'importe quoi. Si, c'est vrai. C'est authentique. C'est un mec qui m'avait dit ça. Si j'avais pas été journaliste, je me demande bien, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait? Traire des vaches, des chèvres. Je vous vois pas du tout traire des vaches. Oui, mais les chèvres, oui. Non, je sais pas ce que j'aurais aimé faire. Non, j'aime bien faire ça, faire parler les gens. J'aime bien le métier que je fais. Là, il est renversé, mais j'aime bien le métier que je fais. Éditrice, sinon j'aurais aimé être éditrice. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? L'entendre me dire? Dieu me tripote. Non, ça c'était Philippe Tesson qui disait souvent ça. Dieu me tripote. Qu'est-ce que j'aimerais l'entendre me dire? Dis donc, ça fait 105 ans que je t'attends. Alors ça va. Et qu'est-ce que vous aimeriez bien dire aux femmes, justement, qui nous écoutent, et aux hommes qui nous écoutent? Écoutez-les. Écoutez-vous. Pas vous dire aimez-vous les uns les autres, mais soyez à l'écoute, humblement, fraternellement. Écoutez, ne jugez pas, taisez-vous, écoutez les femmes. Voilà. Vous les écoutez, les femmes? Autant que faire se peut, oui, de plus en plus. Oui, de plus en plus. Moi, j'avais du mal avec les femmes quand j'étais très ado, très jeune. Sentiment de mon insuffisance, donc rivalité mal digérée. Enfin voilà, c'était compliqué. J'avais plus d'amis mecs que femmes. Et plus ça va, c'est bien. Ça va. Ouais, vous avez l'air très heureuse, très épanouie. Je ne sais pas. J'y travaille. Merci beaucoup, Elisabeth, de nous avoir reçus chez vous. Merci, c'est très beau chez vous, d'ailleurs. C'est gentil, Elsa. Quand je pense et surtout quand je pense que tu n'as aucun symptôme, tu me dis. Il y a tout. Elisabeth Quint fait donc partie des 20% de chanceuses qui traversent la ménopause sans le moindre symptôme. Rien, que dalle, ketchi, nada. Mais même dans ces cas-là, le corps change et il faut en tenir compte. Elisabeth, elle marche. Et c'est une des meilleures activités qu'on puisse offrir à son corps toute sa vie. Mais encore plus à partir de 50 ans. Parce qu'au final, on se torture beaucoup avec le sport. Mais à partir d'un certain âge, on devrait plutôt penser mouvement. Céline Roy est une ancienne danseuse passionnée par le corps. Elle met ses connaissances principalement au service des femmes de plus de 45 ans en proposant sa méthode. En cette fin de saison, j'ai pensé que sa parole méritait d'être entendue. Vous allez vite comprendre pourquoi. Le corps, en fait, notamment de la femme, évolue. On n'a pas les mêmes besoins quand on a 45 ans, 50 ans, que lorsqu'on a 25 ou 30 ans au niveau du mouvement. Et ce qui peut être très, très bon pour le corps quand on a 25, 30 ans, finalement, se retrouve inefficace quand on a 45, 50 ans. Et on se demande un peu pourquoi. Et ce qui se passe, en fait, quand on a 45 ans, c'est qu'on a pas mal de choses qui est modifiée par le bouleversement hormonal et entre autres la hausse du cortisol qui fait qu'on a souvent, parfois, pas toutes les femmes heureusement, mais on a parfois des hausses de cortisol qui sont chroniques, donc on va avoir un stress chronique et qui, quand on va avoir une activité physique par exemple intense, va nous mettre finalement beaucoup trop de stress sur du stress et va être complètement néfaste pour nous. Et donc, on va pas pouvoir contrôler notre poids, on va vraiment avoir des soucis. Donc, j'ai mis vraiment en place cette méthode en faisant ce constat, d'essayer déjà d'enlever le stress, de faire lâcher le mental, d'avoir vraiment une sensation, donc avec des exercices de respiration, une sensation donc de lâcher prise, de détendre, notamment par la sensorialité, j'appelle ça la pleine présence, pour faire descendre les niveaux de cortisol, descendre aussi l'inflammation qui est très très importante dans le corps à nos âges, à 45-50 ans, pour aller vers un travail finalement musculaire plus profond avec des résultats meilleurs. Alors Céline, dans les grandes lignes, en quoi consiste votre méthode et quel est son but ? Alors, c'est une méthode de renforcement musculaire, mais qui a donc la particularité de travailler en
en préalable donc la diminution du stress, donc avec des exercices de respiration, parce qu'en vieillissant, en fait, on va déclencher des inflammations. L'articulation petit à petit perd son musculaire, elle est moins soutenue, et puis on perd de la mobilité. Voilà, et on commence à se raidir petit à petit. Ça, c'est vraiment un signe de notre premier vieillissement. Et puis ensuite, une fois qu'on est immobile, les douleurs et les pathologies arrivent. L'inflammation s'installe. Donc ça, c'est valable pour le bassin, mais c'est aussi valable pour les femmes dans les douleurs d'épaule. À 50 ans, j'ai beaucoup d'élèves en fait qui ont des capsulites, tendinites au niveau des épaules parce que la masse musculaire chez la femme diminue fortement à partir de 45-50 ans. La fonte commence à 30 ans, mais elle est vraiment très importante à 45 et 50 ans. La masse musculaire fondant, l'épaule n'est plus soutenue, l'inflammation donc est là, et donc en fait, on va commencer à déclencher des pathologies. Il faut savoir qu'en fait, pour vraiment avoir des résultats, c'est le renforcement musculaire contre résistance qui sera efficace. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez donc avoir fait de la course à pied, d'avoir fait même de la danse, d'avoir fait des choses comme ça, que vous allez avoir des résultats. Il faut vraiment, à un moment donné, être spécifique sur le renforcement musculaire contre résistance pour garder sa masse musculaire, ne perdre un minimum, et ensuite donc conserver votre mobilité. Et pour les personnes, je dirais que la chose la plus importante, c'est de faire des petits rituels. Ok, mais qu'est-ce que vous entendez exactement par petits rituels? Quels sont les vôtres, par exemple? Moi, j'ai des rituels dans ma journée, dans mon lit. Donc, je commence par la respiration. Ensuite, je prends le temps de poser mes pieds au sol pour engager les muscles de posture. Sous nos pieds, nous avons des récepteurs. Il faut être pieds nus et appuyer ses pieds au sol pour engager les muscles de posture, c'est-à-dire les muscles de la colonne vertébrale qui vont l'aider à se redresser et à se positionner. Voilà, ça c'est très important. Marcher pieds nus le plus souvent possible. Voilà, essayez d'avoir ça. Ce petit rituel du matin, ça prend 1 seconde. Ensuite, j'ai un petit rituel dans la salle de bain où je vais faire quelques petits mouvements, petits relevés dans la salle de bain pendant que je me brosse les dents. J'essaie que tout soit pratique et facile à faire dans mon quotidien. Voilà, j'ai des petits rituels aussi quand je suis dans la cuisine, quand je prépare à manger. En fait, je vais tirer un petit peu sur mon dos, c'est-à-dire que quand je suis devant ma gazinière, je pose les mains sur mon plan de travail et je monte sur relevé. Voilà, je vais appuyer sur les mains, c'est le moment en fait où je travaille le dos, et puis je vais faire des penchés latéraux. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais je vais tirer ma colonne vertébrale un peu comme un mouvement de danse en appuyant sur mon plan de travail à droite et à gauche. Je fais quelques torsions. Voilà. Un autre petit rituel le soir. Dans le lit, je fais des torsions aussi. Alors attendez, qu'appelez-vous des torsions et que faites-vous comme mouvement exactement? Alors, dans le lit, on va s'allonger sur le dos, on va replier les jambes à peu près à 90 degrés, et puis on va venir croiser, par exemple, la cheville droite par-dessus le genou gauche. D'accord ? On ouvre les bras sur le côté et on va créer une torsion en laissant descendre les jambes. Le corps reste en face et les jambes descendent sur le côté gauche. Une torsion dans le corps, c'est quand les volumes du corps, quand le bassin, la cage thoracique et la tête sont en opposition. Vous voyez, le bassin part d'un côté et la cage, elle reste. La cage thoracique et la tête restent en place. Donc là, on aura une torsion au niveau de la taille. Et c'est très important parce que la torsion au niveau de la taille, l'essorage des fascias au niveau de la taille va également permettre de muscler profondément le ventre. Donc, avec tout ce travail de mobilité, on va également gagner en musculaire et ensuite en esthétique même. Ça dure des minutes, mais petite minute par petite minute, ce sont des miettes de temps qu'on gagne. Et puis finalement, ça change le quotidien parce que votre corps, ce qu'il a besoin, c'est de bouger dans tous les sens en conscience. Voilà, dans la pratique physique, c'est vraiment important. Ensuite, ça n'empêche pas évidemment de se caler des vraies pauses, des vrais cours un peu plus longs, 45 minutes, 1 heure, voilà, d'aller marcher dans la nature. Mais ça déjà, si on arrive à glisser ça dans son quotidien, c'est facile. Et encore une fois, j'insiste beaucoup, c'est accessible à toutes. Donc là, si je vous entends bien, Céline, la ménopause, quelque part, il faut l'anticiper.
Je pense vraiment que la périménopause, c'est une étape comme un athlète va se préparer à sa compétition sportive. Je pense qu'en effet, il faut le préparer. On sait que ça arrive dans le corps. On ne sait pas comment on va réagir parce qu'encore une fois, il y a 20% des femmes qui passent cette étape sans symptômes, 80% qui ont quand même des symptômes plus ou moins forts. Mais moi, j'encourage vraiment à travailler au préalable. Déjà parce qu'il faut il faut de la sensorialité, il faut créer des chemins neuronaux, donc il faut un petit peu de temps. Donc plus on va commencer tôt à cette sensibilité, plus on sera performante. Moi, je pense, sur mon corps, je pense que c'est le moment d'opter pour un bien vieillir. Et je parle pas d'esthétique, je parle pas de rides ou de choses comme ça. C'est comment serons-nous à 70 ans, 80 ans? C'est maintenant qu'on le prépare. Si on commence à s'immobiliser, si on commence à perdre de la masse musculaire, forcément, ça ne va... Chaque année, on perd de la masse musculaire. C'est notre vieillissement. On peut pas lutter contre ça. Mais si on le perd trop vite, ça veut dire qu'on va perdre en autonomie. Pour moi, par exemple, c'est très important d'essayer de maintenir une position à genoux, par exemple. Est-ce que je peux encore être à genoux? Est-ce que je peux me baisser? Est-ce que je peux me relever facilement? Parce que ça, c'est notre prochaine autonomie. Et je pense qu'en effet, notamment pour la femme, c'est vraiment un tournant où il faut prendre le temps de s'occuper de son corps. Encore une fois, pas pour une question d'esthétisme, c'est autre chose. C'est vraiment une question de bien vieillir, mais dans le sens garder son autonomie, pouvoir rester chez soi. Rester chez soi longtemps, par exemple, ça veut dire qu'il faut pouvoir aller chercher quelque chose dans un placard qui est très en haut. Il faut pouvoir s'accroupir aussi. Il faut pouvoir faire ces choses. Et je pense que ça se prépare en effet à la cinquantaine. Donc si on anticipe et qu'on n'oublie pas son corps, a priori, tout devrait bien se passer? Ouais, tout à fait, en fait. C'est simplement de ne pas laisser peut-être le corps choisir pour nous. C'est-à-dire qu'on a ce phénomène de bouleversement, on a ce vieillissement. Maintenant, on a à l'intérieur de nous, si nous sommes à l'écoute, par exemple, cette inflammation que l'on a à la cinquantaine, le corps, en effet, devient très inflammatoire. Donc, dès qu'on boit un peu d'alcool, on le sent beaucoup plus à la cinquantaine parce qu'il réagit à cette inflammation. Dès qu'on force un petit peu trop sur un muscle, sur une articulation, on peut le sentir. Mais il faut savoir, par exemple, que la respiration est un remède, c'est un médicament, c'est un vrai anti-inflammatoire dans le corps. Donc, quand on sait ça et quand on a conscience de sa respiration, quand on travaille la cohérence cardiaque, la respiration, on peut contrebalancer ce phénomène inflammatoire qu'on a dû au bouleversement hormonal, qui ne durera pas tout le temps. C'est vraiment qu'une traversée. On traverse cette périménopause et ménopause et ensuite, il y a une accalmie. Merci Céline. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter ? Peut-être aussi ce dont on n'a pas parlé, je trouve que ce qui est important, c'est la joie, qui est un pilier de la santé aussi, et le plaisir. Et avant tout, je pense que peut-être que la femme à 45-50 ans est inquiète. Moi, mes élèves, je les vois souvent inquiètes. Parfois, cette étape peut faire peur, en effet, parce que notre corps nous échappe. Et il y a quand même un bon moyen de retrouver conscience de son corps, c'est de retrouver de la joie et du plaisir dans tout ce que l'on fait. Et prendre du temps, en effet, pour soi, ça va faire partie de cette joie, je pense. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut oublier le crossfit ou le footing. Ce n'est plus du tout le moment. Pensons autrement, pensons mouvement. Et puis, on vieillit. Et ça, c'est la vie, c'est inéluctable. Il faut apprendre à l'accepter. Mais ça peut aussi bien se passer, si. Être dans la résilience, comme l'a Elisabeth, ou dans le mouvement, en conscience. En tout cas, ça aide. Merci à Elisabeth Quint pour cet entretien féminin et rock'n'roll. Son dernier livre, La nuit se lève, est en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci à Céline Roy de nous avoir partagé sa vision du corps. Pour celles qui ont envie d'en savoir plus sur sa méthode, certaines séances sont accessibles gratuitement sur sa plateforme centrepilatescelineroy.com ou sur sa page Insta.
Merci à Sophie Drumin qui a réalisé, écrit et monté cet épisode. Merci à Célia Brondeau qui l'a mixé et à Alban Claudin qui l'a mis en musique. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.